D'abord, voici le premier sujet du jour. On parle d'une médecine dite alternative et complémentaire, un petit peu comme la sophrologie ou l'acupuncture, par exemple. On est bien d'accord, docteur Claudine Gagneret-Chaguet? Alors, je préfère le mot de complémentaire. La sophrologie, l'acupuncture et bien d'autres, la médecine chinoise, bien sûr, l'acupuncture fait partie de la médecine chinoise. Pour moi, ce sont vraiment des approches complémentaires, plus qu'alternatives. Je pense que c'est très, très important, cette dimension-là. On va revenir sur l'hypnose qui nous concerne ce matin. Ayez confiance, pas de souci. On va commencer à vous montrer quelques images sur l'hypnose et puis nous revenons pour répondre à des questions très pratiques et très concrètes. Vos paupières sont lourdes, vous n'entendez que ma voix, rien que ma voix, et quand je claquerai des doigts, vous dormirez. Du latin upnoïm, qui signifie endormir, l'état d'hypnose désigne l'état de conscience modifié. En gros, quand vous êtes à la fois en état de sommeil et de veille. Et l'hypnose, ça sert pour tout. Arrêtez la cigarette, soignez votre peur des araignées, limitez la consommation de sucre, aidez à surmonter des chocs ou encore accoucher sans douleur. Mais attention, il en existe plusieurs formes. Vous êtes prêts? La première, la plus spectaculaire, est créée en 1841 par un médecin autrichien. Elle consiste à vous faire croire à une certaine réalité. Les serpents deviennent inoffensifs et vous ne vous appelez plus Marc, mais Jeannette. La deuxième, la plus courante, date du XXe siècle. C'est l'éricksonienne. On entre dans l'inconscient de la personne hypnotisée en faisant appel à des images et des rêves. Vos sens changent, un bain chaud peut vous paraître complètement gelé. De plus en plus utilisée dans le milieu hospitalier, elle permet aussi de soigner la timidité, la confiance en soi, la douleur et la dépendance. Et enfin, tenez-vous bien, la troisième, c'est l'auto-hypnose. Ça se pratique tout seul et même parfois sans s'en rendre compte. Ça vous permet de vous déconnecter plusieurs fois par jour, en lisant ou en étant dans la lune. Une sacrée pause pour le cerveau. En revanche, face à l'hypnose, tout le monde ne réagit pas pareil. Plus on y est confronté, et plus c'est bénéfique et rapide. Un peu comme un sport. Plus vous vous entraînerez, meilleur vous serez. Alors écoutez bien ma voix et laissez-vous tenter. Claudine, votre sentiment sur ce que vous venez de voir? Alors, il y a des choses justes, il y a des choses qui ne me semblent pas tout à fait justes ou trop caricaturales. La notion de sommeil, l'hypnose, c'est pas un sommeil, on ne dort pas quand on est en hypnose. C'est vraiment un état de veille particulier. C'est quoi médicalement parlant, alors, être sous hypnose? Être en hypnose. Ah, vous dites, vous, être en hypnose. Oui, c'est marrant parce que j'aurais tendance, je ne sais pas ce que vous en pensez Marielle ou Antonin, moi je dirais sous hypnose. C'est une erreur alors, selon vous? Alors, c'est une erreur. Je pense que c'est très très important la manière dont nous en parlons. Être sous hypnose, il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise, de l'effet sur l'autre, alors qu'en hypnose, c'est vraiment un état qui va être favorable au changement. Et moi, je répète beaucoup, puisque je suis responsable de formation, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On fait de l'hypnose avec les patients, on ne les hypnotise pas. Alors, le problème, c'est qu'on a tous, et vous le savez bien, moi j'ai joué là-dessus tout à l'heure en disant bonjour, on a tous en tête certains artistes, on pense à Mesmer, mais il y en a d'autres, il y avait Dominique Webb il y a fort longtemps, enfin il y en a eu bien avant, Houdini ou d'autres, qui mettaient comme ça sous hypnose. Pas en hypnose, j'ai bien compris, donc forcément, là on est dans l'hypnose de spectacle, c'est pas du tout ça l'hypnose médicale. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est aussi pour ça que j'ai accepté, je vous en remercie, votre invitation, parce qu'il me semble très très important de distinguer, même s'il y a des phénomènes qui peuvent être communs, ce sont vraiment deux cadres totalement différents, deux manières de travailler totalement différentes. En étant en hypnose, docteur, est-ce qu'on peut soigner quelque chose ? Oui, beaucoup de choses. Alors, bien sûr, dans ce film, une des critiques aussi, c'est le tout. Non, on ne peut pas tout soigner. En revanche, le champ actuel qui permet que l'hypnose prenne une place à l'hôpital, c'est le champ de la douleur et de l'anxiété. C'est vraiment un champ où l'hypnose est très précieuse. On appelle ça l'hypnoanalgésie et l'hypnosédation. Mais au-delà de ça, dans le champ psychique, en psychothérapie, c'est vrai que c'est un traitement intéressant des phobies et des compulsions et des addictions. Et puis, beaucoup de pathologies fonctionnelles. Enfin, si je dois résumer les choses, parce que après, peut-être y aura-t-il des questions, mais... En fait, c'est vraiment la douleur, la psychothérapie et la pathologie fonctionnelle qui sont les domaines en médecine où
l'hypnose est précieuse. Alors, je ne suis pas médecin, on ne va pas se le cacher. Moi, ça ne me parle pas forcément de la pathologie fonctionnelle, c'est quoi? C'est ce qui dysfonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle? Non, il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Mais c'est vraiment dans ces problèmes où le corps dysfonctionne, que ce soit parce qu'on dort mal, parce qu'on digère mal, parce que il y a des oppressions, des symptômes qu'on appelle fonctionnels en médecine. Je sens votre voisine Marielle Gallet très très attentive à tout ce que vous venez de dire. Je rappelle que Marielle est numéro 1 du tennis mondial des plus de 80 ans, 83 printemps. Est-ce que vous avez eu, vous, affaire à ces médecines dites alternatives ou complémentaires? Absolument. J'ai un gros problème, c'est le sommeil. Je suis insomniaque. Après avoir essayé une foultitude pas de médicaments, hein, mais des herbes, enfin bref, me décontracter, etc. J'ai finalement fait appel à un médecin qui faisait justement De l'hypnose? de l'hypnose. Au bout de 10 séances, il y avait toujours absolument aucun résultat. Donc j'ai abandonné. Alors ça veut dire qu'on n'est pas tous réceptifs, dites-moi Claudine Gagneret-Chaguet? Alors je ne le dirais pas de cette manière. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle l'hypnotisabilité, hein, qui a pu être mesurée. Il y a des échelles d'hypnotisabilité. Donc il y a effectivement des personnes très suggestibles qui sont celles que Mesmer, par exemple, sélectionne pour monter sur la scène. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu l'occasion de le voir sur une scène, dans une toute petite salle. Je faisais partie de ces personnes qui ne sont pas, entre guillemets, réceptives. J'avais mon voisin, ma voisine qui avait les mains collées, comme ça, parce qu'à un moment, il explique. Voilà. Et moi, alors pas du tout. Mais pour autant, c'est là que c'est complexe. C'est-à-dire, on peut ne pas être suggestible, hypnotisable, et pour autant avoir un grand bénéfice de l'hypnose thérapeutique parce que ça s'inscrit dans une relation et qu'en fait c'est une rencontre, hein, entre un patient qui a une demande et un thérapeute qui a mais justement, une Claudine expérience. Gagneret-Chaguet, on va faire cette rencontre-là. Il est un peu plus de 11h, juste avant le 12-13. Je toque à votre porte, j'ai pris rendez-vous. Ouais. Je viens vous voir parce que, imaginons, je sais pas, je fume pas, mais je veux arrêter de fumer. Voilà, comment ça se passe une rencontre avec un médecin, alors je dis pas hypnothérapeute, mais un médecin qui travaille en hypnose. J'ai bien noté la nuance. Bravo. Alors, c'est compliqué de répondre aussi rapidement. Moi, je travaille d'une certaine manière, d'autres vont travailler autrement. Moi, je prends beaucoup de temps au niveau de l'anamnèse. Ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est l'histoire du patient, son histoire avec le tabac, ses antécédents médicaux, dans un premier temps, et puis essayer de voir un petit peu sa relation au tabac pour construire ensuite la séance. Mais c'est pas la caricature les yeux dans les yeux, là, comme on est en train de le faire ce matin. C'est pas la voix... je n'entends que ma voix, etc. C'est pas les illusions d'optique comme on voit sur cet écran. On n'est pas sur ce schéma-là. Alors, pas du tout. Et moi, je m'attache vraiment, justement, à ne pas du tout utiliser ni la fixation visuelle, parce que d'une certaine manière, ça permet vraiment de se décaler de cet univers de l'hypnose de spectacle. Dites-moi, quels sont les risques de cette mise sous hypnose ou en hypnose ? Pour moi, il n'y en a pas. Si on respecte certaines règles, si on reste dans son champ de compétences, il n'y en a pas. Mais il y a des risques. C'est pour ça qu'il faut être prudent et c'est peut-être quelque chose qu'on abordera dans un deuxième temps. On va l'aborder tout de suite parce que voilà. y a Brigitte qui a une question à vous poser qui rejoint ce que vous venez de dire. Vous allez comprendre pourquoi. On va écouter Brigitte. Elle est dans Lyon précisément, au Auxerre. Regardez cette question. Bonjour Brigitte, j'habite à Auxerre. L'hypnose, est-ce que cette pratique est encadrée par le ministère de la Santé ? Alors l'hypnose est-elle encadrée ? Comment faire pour éviter finalement les charlatans ? Alors, merci pour cette question qui... Merci surtout à Brigitte. Oui, mais je ne la vois plus. Oui. Merci à elle de poser cette question qui reste complexe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le problème de l'hypnothérapie, c'est qu'elle n'est pas encadrée. Alors, nous avons dans le monde du soin des médecins, des infirmiers, tous les soignants,
et les psychologues, on a vraiment à cœur de se fédérer en association pour que les gens aient effectivement cette référence. Alors pour être très pratique, quel est le conseil que vous donnez à tous ceux qui sont avec nous, moi le premier, pour éviter justement de tomber sur un charlatan? Alors quand même déjà d'en parler à son médecin traitant, parce que de plus en plus de médecins, je dirais, sont ouverts à ça et connaissent des soignants formés de manière sérieuse à l'hypnose. En Bourgogne-Franche-Comté, nous avons créé une association dont je suis la présidente, qui s'appelle le Cercle d'hypnothérapie de Bourgogne, pour qu'il y ait justement un annuaire des praticiens qui ont à la fois une formation initiale sérieuse et une formation à l'hypnose sérieuse. Claudine, j'aimerais que vous me disiez si oui ou non, à tous les âges, on peut être en hypnose. Est-ce que je peux venir avec mon fils, avec ma fille? Est-ce que mon grand-père, ma grand-mère, est-ce que tout le monde peut venir? Alors oui, il y a des âges, par exemple chez le tout petit, même le nouveau-né, il y a des pratiques qui finalement sont dérivées de l'hypnose et qui vont avoir le même effet pour aider les tout-petits à vivre des soins douloureux, par exemple. En revanche, l'hypnose en consultation, c'est guère avant 4-5 ans. Et jusqu'au bout de la vie, même si les problèmes cognitifs, les problèmes de démence peuvent faire obstacle, mais pas complètement. Allez, vous allez rester jusqu'au bout de l'émission avec nous avant le 12-13. Avant de partir voir Clément, je voudrais vous rappeler le numéro de téléphone, le numéro vert que vous pouvez appeler pour vos questions. Ça va s'afficher sur votre écran, c'est le 0805 383 383. Et puis sur le Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.